Une stratégie simple mais d'une efficacité redoutable. Vous l'aurez compris, on parle ici des zones de supply and demand, en français zone d'offre et de demande. Une stratégie qui est en réalité utilisée par les traders professionnels pour avoir des trades chirurgicaux. Nous allons donc dans cette vidéo développer cette stratégie. Que tu sois un trader avancé ou intermédiaire ou même débutant, cette stratégie devrait t'aider à améliorer ton trading au quotidien. Donc nous allons développer 4 éléments dans cette vidéo. Premier élément, pourquoi est-ce qu'on parle des zones d'offre et de demande? Pourquoi doit-on trader ces zones-là? Comment identifier les zones d'offre et de demande? Et surtout, nous allons finir par dire comment est-ce que tu dois trader ces zones d'offre et de demande. Ne t'en fais pas, nous allons développer tout ceci ensemble. Salut à tous, ici Boursempa. Si tu nous découvres à travers cette vidéo, Boursempa est une communauté de traders et sur cette chaîne YouTube, on développe des concepts en finance, sur la bourse et surtout en trading. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Laisse également un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement. Et on se retrouve juste après le générique. Je te laisse le temps de faire tout cela. On va donc continuer et pour répondre à la première question, pourquoi est-ce qu'on parle de zone d'offre et de demande? Comme vous le savez, le marché est constamment dominé par les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs sont donc ainsi appelés demandeurs et les vendeurs sont appelés les offreurs. Et que se passe-t-il dans la loi de l'offre et de la demande? Dans la loi de l'offre et de la demande, lorsqu'il y a plus d'offreurs que de demandeurs, le prix se rééquilibre à la baisse. Et lorsqu'il y a plus de demandes que d'offres, le prix va se rééquilibrer à la hausse. Supposez vous êtes dans un marché où on vend par exemple des tomates. Vous savez, le trading, c'est également des achats, c'est également du commerce. Vous êtes par exemple dans un marché où on vend des tomates. S'il y a beaucoup de personnes qui vendent des tomates, le prix des tomates aura tendance à chuter parce qu'il y aura trop d'offres sur le marché. S'il y a peu de personnes qui offrent des tomates et beaucoup de personnes qui veulent acheter des tomates, le prix va se rééquilibrer à la hausse. C'est exactement pareil ici. Nous sommes par exemple ici dans une zone de forte offre. Puisqu'il y a beaucoup d'offres à ce niveau, le prix va donc se rééquilibrer à la baisse parce qu'il y a trop d'offres sur le marché. Lorsqu'on va atteindre une autre zone qui sera une zone de forte demande, il y aura trop de demandeurs et peu d'offres et donc le prix va se rééquilibrer à la hausse. C'est ce que nous allons voir beaucoup plus loin dans cette vidéo. Pour répondre à la prochaine question qui est de savoir pourquoi est-ce que tu dois trader ces zones-là. Je vais te répondre en te montrant, par exemple, sur ce graphique, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de trader les zones d'offre et de demande? Le marché fonctionne constamment en zone d'offre et de demande. Le marché va aller sur une zone d'offre, aller sur une zone de demande, retourner sur une zone d'offre et ainsi de suite. Et donc, en quoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce qu'il y a des manipulations de marché qui vont se faire au niveau des zones d'offre et de demande, notamment par le composite mean. Et ça va donc te permettre de savoir exactement comment est-ce que les institutions traitent pour pouvoir à ton niveau de retail avoir des trades parfaits et ne pas trader contre la tendance. Parce que si tu comprends exactement comment est-ce que les institutions réfléchissent, tu pourras alors améliorer ton trade. Voici un exemple très concret, très précis. Vous allez constater que chaque plus haut, chaque plus bas constitue des zones d'offre et de demande. Donc là, nous avons une zone, nous avons une autre zone. Le marché va aller faire un plus haut, un autre plus bas. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus à ce niveau. Supposons que nous étions ici sur une tendance haussière en cours. Puis nous avons eu la formation ici de cette pattern de trading assez reconnaissable qui est en réalité un drapeau. On a eu ici la cassure de ce drapeau. Alors plusieurs traders retail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donc positionnés ici à la cassure de ce drapeau avec des autres stops là et des targets beaucoup plus bas. Plusieurs traders retail se sont positionnés ici. Donc il y a une manipulation de marché à ce niveau pour revenir à ce niveau. Mais comment est-ce que le marché a manipulé pour revenir casser ici? Il a donc fallu que lorsqu'on est arrivé à ce niveau, les institutions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu le marché à ce niveau. Ils ont vendu plusieurs fois là. Durant tout ce mouvement baissier, les institutions, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont vendu pour également targeter les plus bas. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le mouvement inverse, c'est-à-dire ils ont commencé à prendre des achats. Pourquoi est-ce que les institutions vont faire cela? Vous devez vous dire c'est méchant, mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas par méchanceté qu'ils le font. C'est tout simplement parce que les institutions ne traitent pas comme les traders retail. Les traders retail ont très peu de capital. Supposons qu'une institution veut par exemple investir, veut par exemple acheter, nous sommes ici sur l'euro-dollar, il veut acheter pour, disons, 20 milliards. Il veut acheter pour 20 milliards, mais sur le marché, nous sommes ici, l'institution veut acheter à hauteur de 20 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de capitaux sur le marché. Lorsqu'on est à ce niveau, il y a légèrement, il y a sensiblement 10 milliards de capitaux sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter pour 10 milliards à ce niveau. Mais puisqu'il n'y a pas suffisamment de capitaux pour acheter les 20 milliards nécessaires, ils vont donc manipuler à la baisse. Le marché va chuter jusqu'ici. Ils vont attendre que les banques, les institutions, certaines institutions, certaines banques, les traders retail vont donc prendre des positions vendeuses ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces institutions-là? Ils auront donc suffisamment de liquidité à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Ils vont liquider tous les traders qui ont pris position ici. Tous, ils vont les liquider. Il y a des traders également qui ont suivi le mouvement baissier, qui revenaient faire des plus bas, des plus hauts, des plus basses, des pullbacks sur cette trendline. Il y a ces traders-là également qui ont pris des positions acheteuses. Il y a des traders qui ont pris des positions acheteuses à ce niveau. Dans ça. Voilà. Donc, il y a des traders qui ont pris des positions acheteuses à ce niveau avec un stop loss là juste en dessous. Et ils ont targeté notamment les plus hauts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce niveau? Ils sont venus casser ici pour faire une petite manipulation. Ils ont donc liquidé tout cela avec des ordres qu'ils avaient placés pour manipuler le marché. Ils ont donc placé des ordres vendeuses à ce niveau où les traders retail ont pris des positions acheteuses pour manipuler le marché et notamment faire chuter le marché à ce dernier plus bas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a cassure ici de ce couloir? Plusieurs traders retail vont donc se positionner ici au même point et targeter eux aussi les plus bas. Sauf que l'objectif n'est pas de faire baisser, n'est pas de faire chuter le marché, mais d'avoir suffisamment de liquidité pour avoir les 10 milliards d'euros restants. Donc, qu'est-ce que les institutions vont faire à ce moment? Ils vont donc prendre des positions longues à ce niveau et targeter les plus hauts. Là, ils auront eu suffisamment de liquidité pour remonter. Alors, sauf que le problème ici, c'est que les institutions, pour manipuler ici, ils ont dû vendre donc. Puisqu'ils ont racheté ici pour remonter, ils ont donc ici des positions qui sont ouvertes en perte. Ils sont des positions perdantes qui sont ouvertes à ce niveau-ci. Donc, lorsque le marché remonte, ils vont donc revenir au niveau de leur position perdante et clôturer en break-even comme ça. Ils vont donc revenir clôturer leur position perdante en break-even avant de recommencer un autre mouvement haussier. Sauf que pour revenir clôturer des positions en break-even ici, ils vont également devoir placer des ordres acheteuses. D'où ce point-ci formera dans le futur un autre point de demande. Donc, qu'est-ce qui va donc se passer? Les institutions vont donc manipuler ainsi pour pouvoir remonter. Ce qui va donc constituer ici, après la cassure de cette zone-ci, cette zone où les institutions ont placé des ordres vendeuses et où ils vont revenir clôturer, cette zone-ci sera tout simplement une zone d'intérêt. Ça sera tout simplement une zone de forte demande. Si vous avez regardé notre vidéo sur les structures de marché où justement on parlait des zones d'intérêt, celle-ci devrait être une continuation. D'ailleurs, je conseille à toute personne qui n'a pas encore regardé la vidéo sur les structures de marché, je vous le mettrai juste en haut. Allez d'abord regarder cette vidéo-là s'il ne comprend pas encore les structures de marché avant de revenir regarder celle-ci parce que ici, on essaye d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les institutions viennent de manipuler le marché. Ils ont donc acheté, ils ont pu acheter les 20 milliards qu'ils avaient l'intention d'acheter après avoir manipulé et liquidé plusieurs traders retail, plusieurs banques, ainsi de suite.
et ils ont pu voilà, faire ce mouvement de ultra hausse. Parce que après une attaque sur les zones de demande, il y a souvent de fortes expansions haussières. Pareillement, après une attaque sur les zones d'offres, il y a de forts mouvements baissiers. Donc, c'est pareil à chaque moment. Vous aurez un plus haut qui forme une zone d'offre, un autre plus haut qui forme une autre zone d'offre, et ainsi de suite. Vous aurez des plus bas, un plus bas qui forme une zone de demande, ainsi de suite. Donc, graphiquement, c'est à ça que ça ressemble de façon théorique. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble les zones d'offre et les zones de demande. Et ça répond à cette question, pourquoi est-ce que tu dois trader ces zones-là? Tout simplement parce qu'en tradant ces zones-là, tu entres au même moment que les institutions et donc tu réussis à avoir de très, très bons mouvements avec des risk-to-reward qui sont tout simplement incroyables. Ça te permet également de raffiner tes trades et d'éviter de tout simplement te faire stopper ici comme ces traders retail qui ne connaissent pas le principe de zone d'offre, zone de demande, de manipulation de marché. D'ailleurs, je ferai la prochaine vidéo qui concernera le raffinage justement dans ces zones d'offre pour mieux avoir des risk-to-reward vraiment de légende. Donc, on va passer au troisième élément, comment identifier les zones d'offre et de demande. Comment identifier les zones d'offre et de demande? Il y a plusieurs manières d'identifier les zones d'offre et de demande. On va déjà commencer par le numéro 1, identifier les plus bas et les zones d'order block. Là, par exemple, sur ce marché, j'ai mis quelques zones. Nous allons commencer par quelques zones que j'ai pris la peine de mettre sur ce graphique. Et par la suite, on va regarder beaucoup d'autres éléments qui constituent également ces zones d'offre et de demande. Là, par exemple, les plus hauts. Vous devez déjà retenir ceci. Les plus hauts, il y aura toujours des zones d'offre sur les plus hauts. Sur les plus bas du marché, vous retrouvez les zones de demande. Beaucoup de personnes reviendront sur cette question en disant « Je n'arrive pas à identifier sur mes graphiques où est-ce que se situent les zones d'offre, où est-ce que se situent les zones de demande. » Les zones de demande se situent sur les plus bas du marché et les zones d'offre se situent sur les plus hauts du marché. Pas nécessairement sur les plus hauts, mais tout en haut et tout en bas, vous aurez compris. Donc là, en l'occurrence, nous avons eu ici une très belle zone ici. Nous avons eu ici la formation de ces derniers achats, cet achat ici, avant le début de ce mouvement baissier, comme ça, nous avons eu ici un achat. Et ce qui nous intéresse également, c'est cette zone-ci. Donc là, on a deux zones en l'occurrence. On a cette zone, cette première zone. Je vais laisser tout simplement comme ça. On a cette première zone ici, cette bougie. OK. Et après cette bougie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une accélération baissière de 3 bougies comme ça. Après cette accélération baissière, on pouvait déjà s'attendre à ce que le marché revienne dans cette zone-ci. Et en raffinant, on pouvait trouver ici une autre zone où le marché est revenu. Si on raffine ici, nous sommes en 4 heures. Si on raffine par exemple en 15 minutes, nous allons trouver une autre zone. Mais pour le moment, on ne va pas raffiner. On va raffiner beaucoup plus en avant. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu ce mouvement baissier. Le marché est revenu et il y a eu ici une manipulation de marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, les institutions ont commencé par vendre ici. Ils sont revenus ici, fermer leurs ordres perdants parce que pour commencer à vendre ici, les institutions ont dû placer des ordres ici, des ordres d'achat. Nous avons donc eu ici des ordres d'achat qui ont été placés pour justement manipuler ce marché et commencer à vendre. Nous avons eu ici des ordres d'achat qui ont été placés. À ce niveau, nous avons eu des ordres d'achat. Et après, il y a eu retournement comme ça. Ces ordres d'achat avaient pour but de venir liquider ici en haut. Alors, je retire ça. OK. Nous avons eu ici la formation ici d'une zone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les institutions, après la formation de cette zone-ci, vous allez constater que le marché ici a fait plusieurs mouvements de haut et de bas. Le marché monte, fait un plus haut, revient retester cette zone, revient là, revient retester la zone, revient faire un plus bas qui est déjà d'ailleurs beaucoup plus bas que ces plus bas-ci. Donc, tous ceux qui ont pris position ici avec un stop loss légèrement en dessous ont déjà été liquidés à ce niveau.
Cette liquidation a causé ce mouvement haussier qui est revenu jusqu'ici. Et qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui ont pris position ici à la cassure? Il y a eu cassure ici de ce niveau de support. C'était une manipulation de marché. Et après cette manipulation, qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai mouvement baissier a commencé. Et à ce niveau, il a fallu revenir tous les ordres que les institutions ont placés à ce niveau, justement pour manipuler le marché. Il y a eu plusieurs ordres qu'ils ont placés ici, des ordres acheteuses pour causer la cassure ici de ce niveau de résistance. Ils ont donc causé cette cassure en continuant d'acheter après. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Plusieurs traders retail se sont également positionnés après cette cassure. Plusieurs traders retail se sont donc positionnés ainsi. Et qu'est-ce que l'homme composite a fait? L'homme composite a tout simplement vu l'occasion d'avoir suffisamment de liquidité pour pouvoir commencer réellement à pricer, à vendre sur ce marché. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons donc commencé ici à voir des ventes. Nous avons commencé à voir ici des ventes. Et le marché est revenu jusqu'ici. Sauf que nous constatons également que les institutions sont également en train de perdre lorsque le marché revient comme ça. Souvenez-vous qu'ici, ils ont également placé des ordres acheteuses pour pouvoir causer cette cassure. Et lorsque cette cassure a été faite, ils ont commencé à vendre. Les institutions ont donc vendu pour liquider tous les traders retail qui avaient pris position après la cassure en mettant un stop loss légèrement en dessous. Et donc, ils ont été tous liquidés. Mais les institutions sont également en train de perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Il faut légèrement revenir dans cette zone-ci pour pouvoir fermer toutes les positions qu'ils avaient ouvertes ici pour causer cette cassure à break-even. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'ils ferment ces positions à break-even? Ils peuvent commencer le réel mouvement baissier. Et c'est ça que le composite man va faire. Il va revenir ici, fermer ses ordres en break-even et commencer le réel mouvement baissier. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fallait donc faire en tant que une personne qui comprend très bien le principe des zones d'offre et de demande? Vous aurez tout simplement compris, voici la zone d'offre qu'il fallait calculer. Je supprime tout ça. Voici donc la zone d'offre qu'il fallait calculer à ce niveau. Là, nous avions une zone d'offre. Et après la cassure, nous avions une zone d'offre parce que nous savions qu'ici, il y a eu manipulation. Et là, nous devions encore affiner une fois de plus. Le trade est revenu, ils sont revenus clôturer, ils sont revenus clôturer leur position à break-even. Donc, après cette clôture, j'aurais pu prendre position ici. J'aurais pu tout simplement attendre que le marché revienne dans cette zone et éventuellement commencer à prendre position ici. Targeter est plus bas avec un stop loss légèrement au-dessus comme ceci. Et ce qui se serait passé à ce niveau, c'est que j'aurais pris un bon trade. Sauf que il fallait faire très attention ici parce que également ici, il y a une autre zone. Cette zone également constitue une zone d'offre. Cette zone également constitue une zone d'offre. Et qu'est-ce que vous constatez d'ailleurs? On constate tout simplement que le marché est revenu pile poil voilà, dans cette zone d'offre avant de commencer le réel mouvement baissier. Donc, on aurait pu placer également notre trade ici. Et si on avait pris position là, si on avait pris position ici après la cassure, après le retour dans cette zone-ci, voilà. Si on avait pris position ici, ça aurait été également un très bon trade parce que l'autre trade serait revenu ici. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on constate là? Également, c'est la formation d'une autre zone ici. Et ici, on a également la formation d'une autre zone. Voilà. Le marché cherche donc à revenir dans cette autre zone à ce niveau. Le marché revient dans cette autre zone à ce niveau. Et voilà, avant d'être brutalement rejeté. Donc, réellement, ça, c'est un élément que j'aime beaucoup utiliser. C'est un élément que j'utilise beaucoup au quotidien. Et j'aime souvent préciser un dernier élément. Éviter de rechercher les zones de demande sur une tendance baissière.
éviter de chercher des zones d'offre sur une tendance haussière. Lorsqu'on est sur une tendance baissière comme ça, je veux beaucoup plus essayer de raffiner et de chercher des zones d'offre plutôt que des zones de demande. Et lorsqu'on commence une nouvelle tendance haussière comme ça, notamment avec la cassure déjà des plus hauts, je vais commencer à raffiner dans cette zone-ci pour rechercher plutôt des zones de demande. Et notamment à ce niveau, nous avons une très très bonne zone de demande ici. La cassure ici de ce plus haut, d'ailleurs avec force, le marché rebondit plusieurs fois dessus avant de continuer à la hausse. Alors comment est-ce qu'on aurait pu raffiner ici? On aurait pu raffiner ici très simplement. Après cette expansion haussière ici, nous avons ici déjà une zone et la dernière manipulation baissière avant le début du mouvement haussier. Nous avons ici une zone. Nous avons également ici une autre zone. Nous avons également ici une autre zone. Et le marché est revenu justement à l'intersection de ces deux zones-ci. Cette zone de support-résistance et cette autre zone est la dernière manipulation baissière avant le mouvement aussi. Le marché est revenu pile poil. Cette première mèche est revenue à l'intérieur avant de commencer ce mouvement baissier. Nous sommes revenus chercher seconde, troisième et quatrième pullback avant de commencer ce mouvement haussier. Alors, on va continuer ici. Nous sommes encore sur une zone voilà, d'offre. Qu'est-ce qui s'est donc passé ici? Nous avons eu ici un mouvement baissier. Après avoir manipulé ici, si on raffine ceci en un time frame beaucoup plus court, ce qu'on va d'ailleurs faire, on va raffiner cet endroit-ci. On va raffiner cette zone-ci. Nous sommes en 4 heures. Nous sommes en 4 heures, on va aller en 15 minutes. C'est simple, on va aller en 15 minutes. Très loin derrière. Voilà, nous y sommes. Il s'agit donc de cette zone-ci. Vous vous souvenez, nous avions eu cette bougie en 4 heures. Nous avions ici une très très bonne bougie en 4 heures qui était déjà le dernier mouvement acheteur avant ce mouvement vendeur-ci. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on raffine comme ça? Lorsqu'on revient en 15 minutes, direct, on constate qu'il y a autre chose à voir. Cette zone-ci a été cassée. On est revenu tester cette zone-ci. On est revenu tester à l'intérieur. Ce qui veut dire que, en réalité, les institutions ont fermé leur position qu'il y avait dans cette zone-ci. Par contre, ils ont laissé une autre zone. Ils ont laissé ici une zone beaucoup plus grande. Ils ont laissé cette zone-ci. Mais dans cette zone également, on peut raffiner. On peut raffiner pourquoi? Parce que ce mouvement baissier est revenu clôturer ici des ordres qui avaient été des ordres perdantes dans cette zone-ci. Est revenu clôturer dans cette zone des ordres qui étaient en réalité des ordres perdants. Et par la suite, nous avons eu un retour haussier. Donc, en réalité, notre zone peut se limiter juste ici. Peut se limiter juste ici, comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on étire cela? Voilà. Donc, on aurait pu tout simplement prendre position ici avec un stop loss légèrement au-dessus, targeter le plus bas ici comme premier TP. On aurait pu avoir un premier TP, un second TP là, et un troisième TP à ce niveau. L'objectif aurait été très très bien atteint. Et qu'est-ce qui se passe dans cette zone-ci également? Il y a quelque chose à voir dans cette zone-ci aussi. Dans cette zone également, il y a quelque chose à voir, mais ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Ne vous en faites surtout pas, parce qu'on aurait pu encore raffiner jusqu'à prendre position à peu près là. Oui, ça aurait été possible. Mais dans cette vidéo, on parle vraiment de zone d'offre et de demande. On va voir tout cela dans une prochaine vidéo. On continue. Il y a plus en avant, retournons en 4 heures. Donc, vous comprenez qu'en raffinant, on a réellement des zones très, très intéressantes. Et vous voyez que ce mouvement en 4 heures était un mouvement assez rapide, une très grosse accélération baissière avec un target bien placé. Et voilà, un très, très bon mouvement.
Ici également, j'ai mis une autre zone ici. Il y en a partout, hein. C'est pas parce que j'en ai choisi quelques pour mettre qu'il n'y en a pas partout. Il y a des zones d'offres et de demandes un peu de partout. Là, il y en avait, il y en a, bref, il y en a partout. Donc, on s'attarde juste aux zones que j'ai trouvées bien comme exemple pour cette vidéo. OK. Là également, on a une très bonne zone ici. On a cette zone-ci, qui est une zone de manipulation baissière avant le début de ce mouvement aussi. Nous avons également ici une zone de demande. Cette zone-ci est une zone de demande. Deux derniers mouvements manipulateurs vendeurs avant le début de ce mouvement aussi. Et là, c'était une zone où on attendait que le marché revienne avant de probablement commencer à acheter également. Donc, il y avait ces deux zones-ci, ces deux zones de confluence. On va également raffiner. On va également raffiner et on va aller sur 15 minutes. Parce que, pourquoi est-ce que je parle de raffiner? Parce que lorsque on a identifié nos zones d'offre ou nos zones de demande, il est important de raffiner lorsque le prix revient dessus ou même avant que le prix ne revienne. Si vous identifiez des zones d'offre ou de demande en 4 heures, il est important de raffiner ces zones-là en 15, 5 minutes, 1 minute, voire beaucoup moins, pour essayer d'identifier des zones beaucoup plus petites. Alors, on n'essaye pas de rechercher des zones limites excessivement fines, mais on recherche vraiment des zones cruciales. Là, nous avons eu un mouvement. Vous vous souvenez qu'on avait pris toute cette zone-ci justement à cause de ce mouvement baissier. À cause de ce mouvement baissier-ci, qui était en réalité une baisse de manipulation avant un retour haussier. Donc ici, il y avait des zones, il y avait des ordres vendeuses, il y avait des ordres vendeuses que les institutions ont laissés pour manipuler le marché. Et qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on raffine? On constate en raffinant qu'il y a eu cette très longue mèche qu'on ne voyait pas effectivement. Cette mèche-ci n'était pas visible en 4 heures. Mais lorsqu'on revient en 15 minutes, on constate qu'il y a eu cette très longue mèche qui est revenue justement dans cette zone et dont les institutions ont pu clôturer toutes les autres vendeuses qu'ils avaient mises dans cette zone-ci pour manipuler le marché. Et donc, cette zone-ci n'est plus valable. Il faut donc rechercher maintenant d'autres zones. Effectivement, en recherchant d'autres zones, on a maintenant cette zone-ci. Et là, qu'est-ce qu'on constate également ici à ce niveau? Il y a des constats à faire. Ici, nous avions cette très grosse zone. Mais lorsqu'on essaye de raffiner, on se rend compte que cette zone-ci a été déjà, ces ordres qui étaient ici ont déjà été clôturés. Les ordres qui ont été ici n'ont pas encore été clôturés. Donc, désormais, on peut raffiner également cette zone-ci en ne laissant que ceci. Nous avons maintenant nos deux nouvelles zones. Voici nos deux nouvelles zones en raffinant. On va donc voir comment est-ce que le marché a réagi sur ces deux nouvelles zones. Voilà. Le marché est revenu premièrement ici, puis est revenu clôturer dans la deuxième zone ici, qui est notre deuxième zone où on a raffiné. Ensuite, on a eu ce mouvement haussier. Donc, rien qu'avec ce premier pullback ici, on aurait pu prendre une position. On aurait pu prendre une position achetée hein, avec un stop loss légèrement en dessous et targeter ici premier TP. Ensuite, deuxième TP, troisième TP, quatrième TP. Et là, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait pris notre position acheteuse ici, le marché serait revenu, on aurait clôturé notre première position ici. Effectivement, on aurait déplacé notre stop loss ici et donc on se serait fait stopper sur ce mouvement, sur ce deuxième mouvement baissier qui serait en l'occurrence revenu dans notre seconde zone. Et là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait également pris position ici. On aurait une fois de plus pris position ici avec un stop loss légèrement en dessous et targeté cette fois-ci notre premier TP, deuxième TP, pas beaucoup plus haut que là, si possible. Et donc, avoir un risk to reward. Là, on est sur un risk to reward de 1 pour 6. Ici, on était sur un risk to reward de 1 pour 7. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un très beau trade. Et là, tout simplement en raffinant ici,
dans cette zone de demande, nous nous sommes rendus compte que le marché revient pile poil dans ces zones-là avant de recommencer un nouveau mouvement, un nouveau cycle, voire même aussi. Et donc là, nous revenons sur une zone qui est beaucoup plus actuelle. Une zone qui est beaucoup plus actuelle. Et qu'est-ce qu'on constate ici en raffinant sur cette zone? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était préférable sur un mouvement haussier comme ça, de rechercher les zones de demande plutôt que des zones d'offre. Oui, vous pouvez trouver des zones de demande, c'est tout à fait possible, mais je conseillerais de rechercher des zones de demande plutôt que des zones d'offre. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un mouvement, on a ici la formation d'un niveau de résistance avec cette trend-line haussière, formant littéralement un triangle. Et là, intéressons-nous davantage aux zones d'offre et de demande. Là, nous avions une zone d'offre. Là, nous avions une zone d'offre. Ici, si on raffine ceci en une minute, on trouvera ici des zones. Raffinons en une minute. En raffinant en une minute, on constate qu'ici, effectivement, ici, il y avait cette zone-ci, qui était en réalité une zone, n'est-ce pas, une zone d'offre. Et le marché est revenu dans cette zone avant de recommencer ce nouveau petit mouvement baissier. Donc, en raffinant toujours beaucoup plus bas, je ne conseille pas souvent de regarder les graphiques en time frame, en lower time frame pour essayer de voir ce que ça fait sur du higher time frame. Non, regardez, commencez toujours par du higher time frame. Et là, on va retourner sur du 4 heures pour réellement voir ce qui se passe ici, pour déjà identifier nos zones d'offre et de demande et par la suite pouvoir raffiner pour réellement trouver cela. Donc, nous sommes beaucoup plus un mouvement actuel. Comme je le disais, ici, nous sommes en train de former ici un niveau de support. Et si vous venez de ce qui se passe lorsqu'on forme ce genre de support, qu'est-ce que le marché va donc faire à ce niveau? Il y a des probabilités que le marché manipule comme ceci, casse ce plus haut, revient casser ce plus bas, commence un mouvement haussier, revient clôturer les ordres qu'il a laissé ici, les ordres qui sont encore perdants en break-even avant de continuer à la hausse. Donc voilà globalement ce que le marché pourrait faire. Et en attendant, qu'est-ce qu'on voit déjà actuellement? On voit déjà ici qu'on a des zones de demande. Ici, nous avons eu une très belle zone de demande. Nous avons aussi une zone de demande. Nous pouvons raffiner cette zone de demande en la raffinant tout simplement comme ci. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que le marché revienne ici. Raffinons en 15 minutes. En 15 minutes, ça commence à avoir les très grosses comme zone. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons encore raffiner. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on aura comme zone? On peut avoir ce point-ci. Pourquoi ce point-ci? Parce qu'ici, regardez. Ici, nous avons une manipulation avec ici, cette bougie rouge qui est revenue, le marché est revenu clôturer les ordres qui avaient été ici en suspens. Nous avons fait ce mouvement haussier. Le marché est également revenu clôturer quelques des ordres qui avaient été laissés. Donc, il nous reste réellement cette zone-ci. Cette zone-ci qu'il nous reste, et cette zone-ci qu'il faut réellement suivre. Donc, cette grosse zone que nous avions précédemment mis en 4 heures, se raffine en fin de compte juste en cette zone-ci, 15 minutes. Juste en cette zone-ci. Le marché est d'ailleurs revenu tout près de cette zone-là avant de continuer. Ça n'empêche que le marché pourrait revenir dans cette zone-ci justement au moment de cette manipulation. Au moment de cette manipulation baissière, le marché pourrait tout simplement revenir dans cette zone-ci avant de commencer à réellement pricer vers le haut. Donc, lorsque tu as bien compris comment est-ce que le marché fonctionne au niveau des zones d'offre et de demande, tu peux déjà élaborer des plans de stratégie, des zones où tu attends le marché et à ce moment-là, lorsque le marché reviendra dans cette zone-là, tu pourras trader de façon beaucoup. Là, nous avons pu identifier les zones d'offre et de demande et par là même, nous avons expliqué comment trader ces zones d'offre et de demande parce que tu ne peux pas identifier sans savoir comment trader. Et comme je vous l'ai dit, pour trader ces zones-là, il est crucial de raffiner.
il faut raffiner sur des time frames beaucoup plus bas pour réellement savoir quelles sont exactement ces zones, quelles sont les zones que vous devez retenir et quelles sont les zones que vous devez rejeter. Alors, un autre élément que je voulais vous montrer, comment trouver vos zones et également comment trouver vos targets. OK? Il s'agit de l'outil Fibonacci. Je vais à présent utiliser avec vous l'outil Fibonacci pour vous montrer comment identifier vos zones, comment utiliser l'outil Fibonacci pour trouver vos targets et comment trader avec l'outil Fibonacci en gros. Si tu n'as pas encore regardé notre vidéo sur les structures de marché, je te renvoie encore sur cette vidéo parce que voilà, grâce à cette vidéo, tu pourras connaître les structures de marché. Si tu ne connais pas encore les structures de marché, tu ne sauras pas utiliser l'outil Fibonacci. Parce que l'outil Fibonacci se base justement sur les structures de marché en identifiant les plus hauts, les plus bas et ainsi pouvoir réellement comprendre ce que tu fais. Et comme je l'ai dit toujours avec l'outil Fibonacci, la zone que j'aime beaucoup observer, c'est cette zone-ci, la zone des 50 à 61% Fibonacci. Pour retirer notre outil Fibo. Voilà. Et là, il est intéressant de regarder que cet outil Fibonacci revient ici dans cette zone-ci. Et nous avions notre zone de manipulation ici, qui était légèrement beaucoup plus haut. Et donc, le marché est revenu plutôt dans cette zone-ci. Pour ce cas de figure-ci, nous n'aurions pas été exécutés. Et donc, ce mouvement haussier-ci, nous n'aurons été exécutés que dans cette zone-ci et pas dans la zone d'outils Fibonacci. C'est souvent beaucoup plus intéressant lorsque ces zones-là sont fusionnelles. Justement, j'en parlais dans la vidéo sur les structures de marché où je parlais des zones de forte demande. OK. Donc, comment targeter avec l'outil Fibonacci? Généralement, utilise l'expansion de Fibonacci pour avoir des meilleurs targets. Là, en l'occurrence, si je prends ce mouvement, là, je prends mon trade là, avec un target au niveau des 78 pour les 100% Fibonacci. C'est souvent mon target final, les 100% Fibonacci, avec un stop loss à ce niveau. Là, j'aurais eu un très bon trade avec un maximum. Et vous voyez que le marché revient justement dans ces zones de 100% avant de commencer à revenir dans la zone. Là, nous aurions eu un très bon trade. OK. Il y a également des zones que je tenais à vous montrer. On va aller cette fois-ci sur 15 minutes. Une autre zone, certaines zones qui sont également très, très utilisées par les financiers, ce sont les zones d'accumulation. Lorsqu'il y a des zones d'accumulation sur le marché, il faut parfois faire attention à ces zones-là parce que le marché a tendance à revenir dans ces zones d'accumulation pour distribuer encore avant de commencer le réel mouvement. Parce que justement, dans ces zones d'accumulation, il y a des ordres qui ont été laissés en suspens par les institutions et donc ces institutions vont revenir clôturer les ordres, et qui fait souvent de telle sorte que le marché revient souvent dans ces zones d'accumulation avant de continuer le réel mouvement aussi. Là, nous avons eu, par exemple, ici, un mouvement d'accumulation ici. Vous voyez que le marché est revenu tout près avant de continuer ce mouvement aussi. Alors, pourquoi est-ce que le marché est revenu juste tout près et pas pile poil dedans? Parce que à côté, nous avions également une autre zone ici. Et donc, l'identification de ces deux zones-ci vous aurait donc permis de raffiner ici et de pouvoir prendre position de mouvement haussier, voire tout là-haut, voire jusque tout là-haut. Ceux qui font du swing et autres, mais pour du day trading, vous aurez pris quand même ce mouvement-ci. Ce mouvement-ci, c'est déjà un très bon mouvement. Pas besoin de prendre jusque là pour dire qu'on a pris un beau mouvement. Si donc là, je crois, camarades, qu'on a réellement fait le tour sur les zones de supply et les zones de demand. J'espère que vous n'aurez plus de difficultés là-dessus. D'ailleurs, je vous inviterai à me mettre en commentaire s'il y a des éléments que j'ai omis de dire sur les zones de supply and demand. Je ferai peut-être une autre vidéo concernant les zones de supply and demand. Mais en attendant, je crois que j'ai dit l'essentiel. Et donc, je vous invite à présent à commenter cette vidéo. Dites-moi vos impressions en commentaire. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Dites-moi tout cela en
en commentaire. Donc, camarades, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, je peux me permettre au nom de la communauté Boost Sympa de vous inviter à nous rejoindre dans notre communauté sur Telegram ou sur Discord. Nous sommes présents, nous vous attendons, nous serons très contents de vous avoir parmi nous. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour scaler pour que notre communauté soit mise en avant par YouTube, ainsi de suite, pour qu'on ait rapidement une très grosse communauté de traders, beaucoup de personnes avec qui échanger au quotidien. C'est ce que je recherche en créant cette communauté. Je recherche des traders passionnés avec qui échanger au quotidien. Donc, n'hésitez surtout pas à me rejoindre dans cette aventure passionnante qu'est le marché financier. Comme j'ai pour habitude de le dire, rejoignez-moi du côté sympa des marchés financiers sur Boost Sympa. Donc, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, camarades.